J'aimerais que collectivement, pour commencer, on se rappelle ce qu'on faisait il y a 2 ans et demi. Oui, on était tous confinés, enfermés chez nous dans des surfaces plus ou moins grandes. Et à cette occasion, les mots de Georges Pompidou, désolé, ça rappellera les plus jeunes de 1970, qui disait « La vie moderne, dans son cadre de béton, de bitume et de néon, créera de plus en plus chez tout un besoin d'évasion, de nature et de beauté. » 50 ans après, ça a quand même une certaine actualité. D'ailleurs, ça n'a pas raté. Tous les Parisiens qui le pouvaient sont partis de la capitale et tous ceux qui pouvaient le faire se sont installés en grande couronne. Pour en parler, une entrepreneuse, Folaké Aguiar. Bonjour Folaké. Bonjour. Frédéric Labour, notaire à Saint-Geneviève-des-Bois. Bonjour maître. Bonjour. Et Grégoire de Lastérie, maire de Palaiseau. Bonjour monsieur le maire. Mais je voulais commencer avec vous, Folaké Aguiar. Vous êtes fondatrice de l'association et du média Focus Culture, le média qui veut, accrochez-vous, c'est ambitieux et c'est tout à votre honneur, démocratiser, faciliter et encourager l'accès aux œuvres culturelles et à la culture générale. Quand je vous parle de la revanche de la Grande Couronne, qu'est-ce que ça vous inspire? Vous qui avez créé votre entreprise à Évry, dans l'Essonne. Oui, nous avons 3 représentants de l'Essonne, on ne l'a pas fait exprès. Folaké Aguiar, alors comme ça, tout de suite, toc, la revanche de la Grande Couronne. Qu'est-ce que ça m'évoque? La Grande Couronne, celle qui a été longtemps stigmatisée, repoussée. On se rend compte maintenant qu'il y fait bon vivre, que c'est beau, que c'est propre, qu'il y a tout ce qu'il faut. Du coup, par contre, il y a beaucoup de travaux, il y a beaucoup moins de verdure, le prix au mètre carré augmente. On en parlera avec vous, maître. Et d'un point de vue culturel, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de structures qui naissent et qui a pour but de mettre en place tout un écosystème pour valoriser les acteurs de la culture. Et ça, c'est un très très bon point. Qu'est-ce qui a changé depuis 2 ans et demi pour les acteurs de la culture comme vous? Je pense qu'ils ont ce qu'il faut dans la banlieue. Du coup, ils n'ont pas trop besoin d'aller à Paris, parce qu'aller à Paris, c'est un autre problème. Donc, ils ont ce qu'il faut à l'intérieur, et je pense que c'est ce qui a changé. Merci. Frédéric Labour, justement, vous êtes notaire donc à Saint-Geneviève-des-Bois. Est-ce que vous confirmez que le prix au mètre carré a augmenté chez vous, dans votre coin? Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, vous le rappeliez, il y a 2 ans et demi, on faisait du télétravail, c'est-à-dire qu'on était surtout devant la télé. Non. Je tiens à informer mon président qui est déjà parti que non, je travaillais. Mais allez-y, pardon, je ne suis pas là pour parler de ma pomme. On était bien confinés et je vous avoue que j'étais un peu inquiet le 19 mars au soir quand j'ai fermé à double tour la porte de mon étude en me disant j'y reviens quand et dans quelles conditions et pour y faire quoi. Moi qui étais un jeune créateur notarial depuis quelques mois, puisque ça faisait à peine 1 an que j'avais ouvert mon étude à Sainte-Geneviève, je vous assure que c'était un petit peu angoissant, évidemment. Et je me suis dit, le marché immobilier que je connais bien, parce que je suis notaire dans l'Essonne depuis 15 ans, je fais partie de la commission de la conjoncture immobilière de la Chambre de Paris depuis une dizaine d'années, donc je connais bien ce marché. Et je me disais, mais dans quel état on va ressortir? Dans quel état va ressortir l'économie? Quelles vont être les priorités des franciliens? Est-ce que je vais retrouver mes clients, etc. Eh bien, je dois vous dire que j'ai été très vite rassuré. Puisque les clients sont arrivés très rapidement. Oui, même avant la fin du confinement, le téléphone portable sur lequel j'avais transféré l'appel de l'étude sonnait sans cesse. Les agences me disaient, on nous pousse à faire des visites, les gens sont prêts à signer n'importe quoi sans avoir même vu la maison. Je me dis, tiens, ça va devenir intéressant. Et effectivement, dès qu'on est ressorti de nos maisons, de nos salons, on a été débordé de travail pendant 2 ans. Très 2 ans, donc ça veut dire encore jusqu'à 6 mois. Oui, on parle de saisonnalité et toutes les règles qu'on connaissait sur la saisonnalité, notamment des maisons, on en parlera peut-être, ont volé complètement en éclats à la sortie de ce confinement et on commence à les retrouver là depuis le début de l'année. Mais pendant au moins 1 an et demi, ça a été un travail important. On va parler avec un acteur de terrain, Grégoire de Lastérie. Vous êtes maire de Palaiseau, président de la communauté d'agglomération de Paris-Saclay, conseiller régional chargé des mobilités durables. Je crois que je n'ai rien oublié dans vos mandats. Est-ce que le Covid, question rhétorique, le Covid a changé quelque chose pour votre territoire? Et est-ce que vous parleriez de revanche, vous aussi?
Alors c'est vrai qu'au lendemain du déconfinement, les agents immobiliers de la commune de Palaiseau disaient bon bah c'est sympa, mais ça fait 5 mois que l'année a commencé et ça fait 5 mois qu'on a engrangé 0 € de chiffre d'affaires. Et quand j'ai rediscuté avec eux fin août, début septembre, ils m'ont tous dit c'est bon, j'ai terminé mon année. Et donc en à peine 3 mois, ils ont fait les ventes qu'ils faisaient d'habitude en un an. Donc il y a eu une grande attractivité post-Covid de la Grande Couronne, avec effectivement des phénomènes de biens vendus parfois sans visite ou avec des visites extrêmement superficielles et pourtant sur des montants conséquents, parfois sur des primo-acquisitions. Et on comprend bien le phénomène, hein, plusieurs semaines enfermées dans un appartement sans balcon au milieu de la ville. On se dit que finalement pour le même prix on peut avoir un jardin, 1-2 pièces en plus, une bouffée d'oxygène. Les gens n'ont pas longtemps hésité. Moi, je ne parlerai pas de revanche parce que déjà, j'ai aucun grief contre Paris. Et On n'est par pas là ailleurs, pour faire le procès de la ville de Paris. On est à Paris même. Surtout pas, bien au contraire. En le 8e, le Mais en triangle tout d'or. cas, il n'y a pas de revanche de la Grande Couronne. En tout cas, il y a probablement eu chez certains une redécouverte de la Grande Couronne et de tous ses atouts. Paris-Saclay, le territoire dont je suis élu, c'est 60% d'espace naturel. C'est des villes extrêmement rurales, des petits villages, je pense à Saint-Aubin, je pense à Vauhallan. C'est des villes beaucoup plus urbaines comme Massy, comme certains quartiers de Palaiseau. Et évidemment, finalement, chacun peut trouver sa bonne gradation entre être perdu entre guillemets au milieu de la nature ou être C'est vous qui l'avez dit. Hein. au cœur de la ville, mais à proximité directe d'espaces naturels, de forêts, de cours d'eau. Et bref, c'est des territoires qui du coup deviennent assez attractifs, qui avaient une attractivité prix aussi au lendemain. C'est la question que j'allais vous poser. Il y a des petites conséquences pour les finances locales d'une mairie et même d'une agglo comme la vôtre. Alors, il y avait une attractivité prix parce qu'effectivement, on était plus attractif, et on reste plus attractif que Paris, hein, cela dit, en termes de mètres carrés, en termes de prix au mètre carré. La question derrière, c'est qu'il faut évidemment avoir des équipements publics qui se construisent. On le sait, les écoles dans Paris se vident de leurs enfants, et en Grande Couronne, on a besoin de construire des maternelles, des primaires, des collèges, des lycées. On le fait, ça a évidemment un coût. Des gymnases. En tout cas, tous les équipements publics qui vont avec. Et ça a évidemment un coût, mais on le fait aussi avec bonheur. On l'encadre aussi parce que il y a un double phénomène qui se joue ici. C'est l'attractivité, on est content d'avoir des nouvelles personnes qui arrivent chez nous, mais on a aussi des injonctions contradictoires en termes de ce qu'on appelle la ZAN, le zéro artificialisation nette. On a bien parlé ce matin. C'est-à-dire la capacité à ne pas trop artificialiser. Et évidemment, les gens, quand ils viennent s'installer dans nos communes, ce n'est pas nécessairement pour vivre en collectif, c'est pour vivre en pavillon. Donc c'est le rêve encore de la maison individuelle dans l'Essonne qui fait rêver. Pour certains, pas pour tous, mais c'est vrai que le produit de la maison est un produit qui est très attractif. Est-ce que des jeunes entrepreneuses comme vous arrivent à se loger en Essonne, ou c'est compliqué maintenant avec tous les Parisiens qui débarquent, pour le dire clairement? Donc, personnellement, j'ai quitté le 91 il y a 3 mois pour le 94, Limay-Brévannes. Petite couronne, attention, dans le périmètre de la métropole du Grand Paris. Après, moi, je suis développeuse web à côté de tout ça. Du coup, d'un point de vue fiche de paye, je ne suis pas à me plaindre, mais je pense ne pas être une majorité. Je pense vraiment être pas une exception non plus, mais je vois mes amis, ça peut être compliqué, très compliqué. Expliquez-nous, vous êtes un peu leur porte-parole aujourd'hui. Allez-y, profitez-en. Déjà, il n'y a pas beaucoup de... Entre l'offre et la demande, il y a une grande différence. Et pour le 91, par exemple, ou Évry, pour être plus précise, avec le tramway qui se construit, avec des écoles qui se construisent aussi, le prix au mètre carré augmente et on est obligé de s'éloigner, alors que Évry c'est une grande ville, hein, on est obligé de s'éloigner, du coup on s'éloigne aussi de Paris pour être logé. Donc ça relègue toujours plus. On recule pour être dans nos budgets. Très bien. Frédéric Labour, vous n'êtes pas responsable des politiques d'urbanisme, mais vous voyez ce qui arrive dans votre étude. Est-ce que vous sentez non pas une chute, mais plutôt un tassement du marché chez vous, où ça continue à être dynamique, il y a toujours de la demande, pour tout type de biens d'ailleurs, ou des biens en particulier? Alors, je vous l'ai dit, le titre était un peu provocateur de la revanche de la Grande Couronne, mais... J'étais le premier à faire un titre sur le sujet il y a 2 ans et demi, et après, on l'a tous fait. C'est pour ça, c'était une manière de petit hommage à 2020 et ce cher confinement. Il me convient très bien, parce que s'il y avait un parent pauvre dans la Grande Couronne, c'était la maison.
La maison, elle avait tous les défauts. Elle était loin des transports en commun, elle était chère, et elle était loin de Paris. Bon. Et elle rendait accro à la voiture. Et elle nous rendait extrêmement dépendants de la voiture, évidemment. Et eh bien, écoutez, à partir du 15 mai 2020, elle est devenue la perle, le truc qu'il fallait avoir à tout prix. Et c'est pas par hasard que les maisons ont pris depuis 2020 en moyenne 6 ou 7% dans l'Essonne par an. C'est pareil. Et la situation ne s'est pas inversée, si ce n'est qu'on a effectivement retrouvé un effet de saisonnalité où la maison, clairement, c'est le jardin et donc c'est les beaux jours. Et donc, on commence à rentrer des promesses de vente de maisons à partir du mois de mars-avril, s'il fait beau, sinon ça se décale un petit peu. Et on arrête d'en vendre en septembre, à rentrée des classes. Et après, on rentre dans un cycle beaucoup plus classique avec les appartements qui reprennent de la vigueur. Mais la maison se vend de mars à septembre. Pendant 1 an et demi, elle s'est vendue non-stop. Ce qui fait que... Alors effectivement, vous avez raison, il y a eu un énorme effet de rattrapage, effectivement. Mais au-delà de l'effet de rattrapage, il y a eu aussi des Parisiens qui ont quitté, ou des, je ne sais pas comment on appelle, les habitants de la petite couronne. Métropolitain. Les métropolitains, si Ça vous fera voulez. plaisir à Patrick Ollier. Très bien. Qui ont franchi, non pas le périphérique, mais on va dire la 86 pour venir... La ZFE. Voilà, pour venir dans la grande couronne et toujours avec évidemment un pouvoir d'achat plus important et une volonté d'avoir plus grand, plus d'espace, plus de verdure. Et donc, ils ont mis la main sur toutes les maisons. Et aujourd'hui encore, les agences que je croise me disent que leur grande difficulté, c'est pas de trouver un acheteur, c'est de trouver le mandat de la maison. Parce que dès qu'ils ont rentré le mandat de la maison, ils sont sûrs de la vendre. Voilà. D'accord. Bon, pourvu que ça dure. Donc c'est la revanche de la maison en grande couronne. Alors je pense que ça va durer, puisque vous m'interrogez là-dessus, parce que Oui, j'écoutais avec attention le débat précédent sur le télétravail. La condition que la maison de grande couronne, qui est toujours loin, chère, nécessite de la voiture, c'est le télétravail. À l'instant où tout le monde ne peut pas télétravailler. Évidemment, mais ceux qui le peuvent et ceux qui pourront continuer à le faire si les entreprises, les employeurs continuent à pousser, bref, si ce télétravail se pérennise, la maison en grande couronne gardera toujours ses attraits. Alors jusqu'à quand? Donc j'étais intéressé de ce débat précédent parce que je sens qu'il y a effectivement, parce que j'avais un peu l'intuition aussi, qu'il y a une volonté de tous les acteurs de poursuivre ce télétravail. Alors non plus à 100% ou à 80%, peut-être qu'à 20 ou 30%, mais ça peut suffire à permettre à des gens qui travaillent dans Paris ou en Petite Couronne de continuer à vivre assez loin de Paris en n'y allant deux fois, 3 fois dans la semaine. Et ce petit effort de trajet sur quelques jours par semaine sera récompensé par un cadre de vie qui sera beaucoup plus agréable et malgré tout moins cher. Vous faites très bien la promotion de votre débat. La maison de la grande couronne. Quand l'Astérix, justement, le télétravail, aussi François Durouvray nous a précédé sur cette scène en tant que président de l'Essonne. Il a quand même parlé de la situation problématique des RER dans l'Essonne. C'est aussi le pendant de la grande couronne avec des RER qui ne marchent pas très bien par toujours. Est-ce que aussi, vous en tant que maire, président d'Agglo, monsieur aussi mobilité durable à la région, est-ce que vous avez une marge de manœuvre pour améliorer cette mobilité du quotidien et pas forcément cette mobilité trajet, domicile-travail? Parce qu'aujourd'hui, tout est lié avec le télétravail. Effectivement, tout est lié. Déjà, une réalité, c'est que pendant plusieurs dizaines d'années, il y a eu des sous-investissements chroniques sur les transports. Je parle d'une ligne que je connais bien, le RER-B. Le RER-B, c'est 1 million de voyageurs jour. Quand vous rentrez dans une rame du RER-B, globalement, elle a été mise en service avant que je sois né. C'est-à-dire en général au début des années 80. Voilà. Merci pour cette précision. Et donc évidemment, on a de plus en plus d'avaries matérielles, on a un équipement qui n'est plus complètement dimensionné par rapport aux besoins de fréquentation d'aujourd'hui. Et donc, les décisions en termes de mobilité, on les prend à un instant T et elles produisent leurs effets 4, 5, 6, 7, 8 ans plus tard. Donc beaucoup plus le temps d'un mandat régional qui est autorité organisatrice des transports. C'est pour ça qu'on prend des décisions pour le mandat suivant et c'est très bien ainsi. Le RER-B, les nouvelles rames arriveront en 2025. Des rames à 2 étages, des rames beaucoup plus fiables, beaucoup plus aussi économiques en termes d'énergie. Mais ces rames-là, on a commencé à y travailler en 2016.
Les premiers 9 ans. et les premiers calendriers de la RATP et de la SNCF nous expliquaient que ce serait 2030. Donc on les a travaillés pour les ramener à 2025. Mais le temps de tester, de créer un nouveau matériel, de le tester, il y a beaucoup de réglementations en matière ferroviaire, c'est le temps que ça prend. Là où on est plus réactif, c'est les bus. Les bus, on a pu augmenter, modifier, rallonger plus de 1000 lignes de bus en Ile-de-France, sur les 1500 contre l'Île-de-France, en à peine quelques mois, quelques années. Ça, c'est beaucoup plus facile à faire. Mais c'est vrai que la notion de télétravail change le rapport qu'on a au transport en commun. Avant l'été, il y a un chiffre qui est intéressant, c'est 80%. 80%, c'est le retour de la fréquentation si on compare à 2019. Donc 2 ans et demi après le Covid, on a chaque jour un francilien sur 5 en moins dans nos transports en commun. Ça s'explique par le télétravail, ça ne s'explique pas que par le télétravail. Parce que sur nos routes, on a retrouvé beaucoup plus rapidement le nombre d'automobilistes qu'avant, avec peut-être même une petite hausse de l'autosolisme. Il faut le dire. Mais c'est factuel, une petite hausse de l'autosolisme par rapport à avant. Et donc, on voit bien que pour continuer à rendre la Grande Couronne attractive, c'est bien l'ensemble de ces choses-là qu'il faut mettre en œuvre, avec des beaux projets comme, on l'a dit tout à l'heure, le T12 Massy-Évry, qui ont de fait des effets de bord, parce qu'effectivement, à partir du moment où on a un tram-train automatique qui va relier Massy à Évry, les fonciers à proximité des gares prennent un petit peu. Mais c'est ce qui permet aussi aux communes, en enregistrant des droits de mutation, de proposer des nouveaux équipements publics. En Essonne, et je tiens à le dire, on parlait de culture tout à l'heure à travers votre activité professionnelle, on a le seul opéra francilien hors Paris. On a le théâtre de Longjumeau qui est le plus grand théâtre hors Paris, et dans quelques années, on va avoir Pompidou qui va installer non seulement ses réserves, mais en plus un espace de diffusion culturelle où on estime avec François Durovrec, dans quelques années, Pompidou, ça sera probablement le premier lieu de destination en Essonne quotidien. C'est un peu la revanche de la Grande Couronne après avoir perdu l'Expo universelle il y a 5 ans. Et donc, Désolé d'avoir remué le couteau dans la plaie, mais... L'Expo universelle, c'est aussi un sujet français au-delà de ça. Oui, mais c'est vrai qu'il y avait eu à un moment une réflexion pour savoir si c'était là ou pas. En tout cas, moi je préfère avoir Pompidou de manière durable à Paris-Saclay, qui va bénéficier aussi beaucoup aux Essonniens et aux habitants de Paris-Saclay et aux enfants, que l'Expo universelle qui est là pendant 6 mois, qui fout un bazar pas possible quand même pendant 6 mois pour les riverains, qui est certes un élément de rayonnement pour la France, mais en termes de durabilité, Pompidou, c'est autre chose. Bon alors, Foulacquer, Pompidou ou... Non. Qu'est-ce que ça vous inspire, toutes ces réflexions justement sur cette grande couronne en transformation, vous qui êtes une femme de culture? La culture, quand même, elle reste aujourd'hui enfermée dans le périphérique parisien. Ouais, on se le dit, le centre Pompidou, notamment ce navire amiral au centre de Paris. Comment vous faites justement? Racontez-nous un peu quand même ce que vous faites pour démocratiser ces sujets. Alors, ce que j'essaie de faire, premièrement, c'est de faire passer l'information. Tout ce qui se passe à Paris, enfin tout. Ce qui se passe à Paris, j'essaie de le faire passer en banlieue pour que les gens soient au courant. Ça, c'est la première chose, parce que le pont, il est fissuré, il y a un problème quelque part. Donc ça, c'est la première des choses. Et ce que j'essaie de développer, c'est de développer l'intérêt de la culture générale chez les banlieusards, pour qu'ils, eux aussi, fassent le chemin inverse pour se déplacer jusqu'à Paris, sachant que se déplacer à Paris, c'est compliqué. Si je prends l'exemple d'Évry encore, avec la ligne D, franchement, c'est chaud. C'est compliqué. La ligne D, c'est une grosse ligne, mais on ne sait pas pourquoi elle a autant de problèmes. Ou c'est peut-être lié, du coup, parce que c'est une grosse ligne, il y a beaucoup de problèmes, je ne sais pas. Mais... Alors, on pourra parler ensuite de la région qui a saisi récemment SNCF Réseau sur l'entretien des rails pour les lignes B et D, notamment à Châtelet. Mais on en parlera tout à l'heure. On dira un mot si vous voulez. Ça fait partie aussi de l'attractivité de la Grande Couronne. Je suis bien d'accord. Je vous ai coupé, Paul, excusez-moi. Oui, et du coup, c'est faire ce pont-là. Et ensuite, après, mobiliser la jeunesse, les gens, pour qu'ils sachent, qu'ils soient au courant que la culture générale, c'est un domaine important, que c'est important pour son développement personnel. Et mieux être dans sa peau, mieux appréhender son environnement et développer des compétences qui serviront à vie. L'importance de la culture. Merci de le rappeler. Maître, est-ce que vous dites qu'il faut plus d'infrastructures culturelles en Essonne, où vous travaillez, ou même dans la Grande Couronne en général? Alors, je ne sais pas si c'est le notaire qui doit vous répondre. Non, mais c'est vous qui, quand même, signez à la fin l'acte de vente. Si des maisons de la culture veulent s'implanter sur Sainte-Geneviève ou faire
des transactions immobilières, moi je serais ravi. À titre personnel, oui, bien sûr, on ne peut que s'en réjouir. Et là aussi, peut-être décentraliser vers la Grande Couronne pour éviter des transports, pour permettre une accessibilité. Parce qu'il faut peut-être s'imaginer que les gens qui habitent dans la Grande Couronne n'ont pas forcément ni l'envie, ni peut-être une réticence à aller chercher de la culture dans Paris, où c'est un peu plus officiel, un peu plus guindé, et ils voudraient peut-être la trouver plus proche de chez eux, plus accessible sans doute, oui. Merci pour votre point de vue personnel sur le sujet. Monsieur le maire, je parlais de ce petit litige avec SNCF Réseau sur ERB et ERD, la régénération du réseau, les sous-investissements chroniques que vous avez un peu évoqués tout à l'heure. Est-ce qu'un peu c'est ça aussi le frein au développement, non pas économique, mais culturel, pour ne citer que cet exemple, de la Grande Couronne? En tout cas, je ne sais pas si c'est des sujets qui sont liés, c'est des sujets qui sont parallèles et concomitants. Voilà, oui, du moins. On a besoin d'une attractivité culturelle en Grande Couronne, et souvent les statistiques ministérielles montrent les investissements de l'État en termes de culture en Île-de-France versus les autres régions, et on se rend compte que toute la culture est concentrée vers l'Île-de-France. Oui, mais enfin, si on regarde de manière un peu plus fine, les investissements ministériels, ils sont concentrés dans Paris, beaucoup plus que dans l'Île-de-France. Près de la rue de Valois, vous voulez dire. Et dans Paris de manière générale. Et donc c'est vrai que c'est important d'avoir des actions culturelles fortes en Grande Couronne sur certains points ciblés. Et j'ai cité Pompidou, mais il y en a d'autres, bien heureusement, fort heureusement. C'est aussi important d'avoir une culture de proximité. C'est pas forcément des têtes d'affiche qui vont bouger des gens d'un côté à l'autre de la région, mais qui vont pouvoir animer un quartier, animer une commune, animer un territoire. Et ça, les communes sont extrêmement en pointe sur ces activités de médiation culturelle. À Palaiseau, on fait quelque chose de tout bête, ça s'appelle le passeport culturel. C'est un document qu'on vous remet quand vous êtes en grande section, qui vous suit jusqu'au CM2, et chaque année, vous allez pouvoir découvrir des arts différents dans un programme à moitié scolaire, à moitié périscolaire, et donc pouvoir découvrir ici le théâtre, ici la danse, là, la musique, la photographie, etc. Et puis à chaque fois, vous avez une petite explication, un tampon, et puis en CM2, vous avez votre passeport. Est-ce que vous assurez, extrêmement vous faites du important. suivi auprès des parents d'élèves, que les enfants fassent vraiment ces activités scolaires? C'est fait dans le cadre scolaire, donc c'est fait sous l'autorité bienveillante des professeurs. On fait ça en Et des parents partenariat un peu quand même? avec l'éducation nationale. Quand c'est des sorties, les parents sont associés, évidemment. Et puis on essaie d'engager la discussion, que les enfants puissent engager la discussion avec les parents ensuite sur ce qu'ils ont vu sur ce temps-là. Et donc ça, l'attractivité culturelle, elle est essentielle, mais l'attractivité en termes de mobilité, elle est tout aussi essentielle. Aujourd'hui, on investit avec la région Île-de-France Mobilité, sous l'impulsion de Valérie Pécresse, 25 milliards d'euros entre 2016 et 2024 en matière de mobilité en Île-de-France. Grosso modo, tout ce que compte l'Île-de-France et la France en matière de production de bus, de RER, de métro, on est au maximum de ce que les industriels peuvent sortir aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des différends avec des industriels type SNCF Réseau, parce qu'on a parlé du RERD et du RERB, qui sont deux RER qui ont la chance de se croiser dans un fameux tunnel entre le Châtelet et Gare du Nord. Et les 1,6 million de franciliens qui prennent l'une de ces deux lignes le savent bien, il se passe souvent des problèmes dans ce tunnel. Et les gens qui sont descendus sur les voies cet été. Et du coup, tout est en carafe. Quand c'est au milieu de l'été, qui fait 40 degrés, ça donne les images qu'on a vues au mois de juillet. Mais enfin, quand c'est le 15 décembre, c'est pas plus joyeux non plus, même s'il ne fait pas 40 degrés. Et les problèmes sont nombreux. Et donc, la seule manière de s'en sortir, c'est non pas de construire un deuxième tunnel, parce qu'il faudra arrêter les lignes de RER pendant à peu près 1 an pour faire les travaux, ça coûterait plus d'1 milliard d'euros. Enfin, je ne fais pas un dessin, ça n'arrivera jamais. En termes de congestion, c'est pas très C'est pratique. d'automatiser les deux lignes, parce que quand on automatise les deux lignes, on peut beaucoup plus sécuriser l'entrée dans le tunnel, on peut mettre des fréquences beaucoup plus rapprochées entre deux trains, et cette sécurisation, ça a un nom un peu barbare, ça s'appelle Nexteo. Et Nexteo, c'est un produit que doit nous développer, qu'on finance, mais que doit nous développer SNCF Réseau. Ça fait depuis 2016 qu'on est en train de travailler avec la RATP, la SNCF et SNCF Réseau sur ce projet-là. Et de manière un peu unilatérale et pas forcément suffisamment argumentée à notre goût, SNCF Réseau a dit cet été, non mais on n'y croit plus, on ne va pas le faire. Donc on a expliqué que ce n'était pas ainsi que ça allait se passer, et que les collectivités non seulement étaient payeurs, et en plus, la RATP et je crois une partie de la SNCF est aussi convaincue du bien fondé de ce dispositif-là. Donc à la fin, le RERB et le RERD, on fera tout pour qu'ils soient automatisés, mais c'est vraiment ça qui nous donnera en termes de fiabilité sur les lignes le gain quantique que la Grande Couronne, au nord comme au sud, a besoin. Caillard, ça vous rend optimiste, ce souci de fiabilité du transport en Grande Couronne? Je voulais juste revenir sur le passeport culturel. Ah oui. C'est une excellente idée.
Ouais, je note et je veux bien aider si vous voulez. Avec grand Allez-y plaisir. et tout, y a pas de problème. Alors justement, plus généralement, parce que vous rebondissez là-dessus, je rebondis sur votre rebond. Est-ce que justement vous travaillez aussi avec les communes, les intercommunalités justement? Eh ben, c'est ce que j'aimerais bien faire. Je travaille dessus, je suis en train de faire mon dossier de presse, etc. J'arrive. J'arrive, je travaille dessus. Accrochez-vous, elle arrive. J'arrive. Mais ouais, c'est l'idée de travailler avec les départements et m'élargir petit à petit. Je vise la francophonie. À ce programme. Ouais. C'est grand la francophonie. Ouais. Et je commence par le 91. D'accord. Et pour les transports, oui, carrément. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'utiliser, j'ai hâte de... Franchement, à voir. Maître, les transports, c'est un sujet majeur, on en a parlé tout à l'heure, les mobilités des oubliés du Grand Paris. En grande couronne, c'est un sujet important. J'ai parlé d'addiction tout à l'heure à la voiture individuelle, on ne va pas se le cacher. C'est quand même encore beaucoup le cas en grande couronne. Est-ce que ça n'effraie pas les acheteurs ou eux, ils ont leur voiture, tout va bien? Oui, Je caricature un peu, je sais. si, évidemment, parce que travailler à Paris, y aller tous les jours, c'est ce qui était le frein, sans mauvais jeu de mots majeur, de la maison en Grande Couronne, évidemment. On peut pas, enfin, je veux dire, moi j'ai circulé depuis 15 ans dans l'Essonne, quand le matin c'est bouché à partir d'Évry et que vous voyez qu'il reste 25 km pour arriver à Paris, ça peut être un peu inquiétant. À l'instant où effectivement les transports en commun, et bon, j'imagine que le Grand Paris va apporter beaucoup de réponses, notamment en circulation transversale et pour éviter de repasser toujours par Paris quand on veut aller ailleurs, ça va répondre à ce besoin. Le télétravail, oui aussi, ça décongestionne. Alors effectivement, il y a eu une augmentation du nombre de voitures, alors que la fréquentation dans les transports en commun baissait, mais je crois que c'était un problème de contamination dans les transports en commun, donc ça a relancé un peu la voiture. Non, bon, ça devrait s'arrêter du coup alors. On n'a eu aucun cluster dans les transports en commun de Oui, je recensé sais. pendant la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'il y avait cette crainte. Dans les transports sanitaires, vous portez votre masque. Vous, en général, vous ne parlez pas le matin parce que vous êtes souvent seul dans les transports en commun. En tout cas, vous n'êtes pas accompagné. Il y a d'autres personnes autour de vous, vous n'êtes pas accompagné. C'est pas un lieu de grande convivialité. La c'est nourriture vrai. a été interdite dans les transports en commun, et donc c'est très peu un lieu de contamination finalement les transports en commun quand on porte le masque. Contrairement au bar. Oui, nous sommes des piliers de bar derrière nos comptoirs cet après-midi. Et ce qui compte aussi, le sujet qui est important pour nous en Grande Couronne, c'est qu'évidemment, on n'a pas les mêmes problématiques de mobilité que l'hypercentre parisien. Donc nous, la micromobilité à outrance et le tout-vélo, ça peut exister, vous en parliez sur la table ronde précédente sur certains usages, mais ce qui est important surtout en Grande Couronne, c'est l'intermodalité. Voilà, Donc l'intermodalité. parfois, on peut prendre les transports en commun, parfois on peut prendre un vélo, parfois on peut prendre un vélo électrique, parfois on a aussi besoin de prendre la voiture. Et ce qui est important, c'est d'avoir une intermodalité. J'ai une question à poser à la salle. Qui, ici, a un pass Navigo, si vous pouviez lever la main? Alors, est-ce que vous pouvez lever la main ceux qui ont un pass Navigo, toujours, et qui savent que grâce à ce pass Navigo, tous les jours, vous avez 2 trajets de covoiturage qui vous sont offerts? Voilà, maintenant vous le savez tous. Foulaké, elle le Moi, je sait. savais, faut que tu tires ça. Mais c'est vrai que c'est très intéressant. On a un pass Navigo, on se dit parfois j'ai besoin d'une voiture. Eh bien, sur les applications de covoiturage franciliennes, et c'est financé par Île-de-France Mobilité, on vous paye le trajet en covoiturage si vous décidez de covoiturer. Et tous les jours, vous avez le droit à 2 trajets. Donc ça permet d'avoir... Voilà, votre pass Navigo, en fait, il est beaucoup plus que simplement les transports en commun. C'est pour vous aider à vous déplacer. Avec un pass Navigo, vous pouvez aussi avoir accès à un parking vélo gratuit à proximité de votre gare, un parking voiture gratuit à proximité de votre gare. Ça, c'est des services qui sont accrochés au pass Navigo pour favoriser justement cette intermodalité. Et justement, alors, Foulaké, vous l'avez déjà utilisé? Tous ces services Non. du pass Navigo? Enfin, j'ai tenté, au final, je ne l'ai pas fait quand il y avait des problèmes de transport. Mais Voilà. je ne l'ai pas fait. Désolé, je voulais un témoignage d'une usagère sur scène. Il faudra réessayer. Je savais. Monsieur le maire, je vous autorise une petite page de pub pour ces solutions parce que quand le grand public pense à d'autres sites quand on pense covoiturage. Alors, quelles sont ces plateformes? Alors, La page de pub la autorisée. plateforme de base, c'est qu'il faut télécharger l'application Île-de-France Mobilité sur son téléphone portable. Et en fait, il y a plusieurs plateformes avec qui on est en partenariat. Et on vous renverra vers les plateformes qui ont un contrat avec Île-de-France Mobilité pour pouvoir financer. Mais grosso modo, les plateformes que vous avez l'habitude d'utiliser pour le covoiturage, pour ceux qui en font, à 99%, on a contractualisé avec eux. Donc il n'y aura pas de difficulté pour utiliser les grands services classiques nationaux qui font du covoiturage en Île-de-France. Ça, c'est très important. Et puis, l'autre service dont je me permets peut-être de dire un mot ici, mais qui est très important aussi pour la Grande Couronne et pas que pour Paris, c'est le service Véligo Location, qui est, Location longue durée. qui est la capacité d'avoir pendant 6 à 9 mois, ou 3 mois si c'est un vélo cargo, un vélo électrique à disposition que vous pouvez garer chez vous et garder pour pouvoir
tester le vélo électrique avant de décider de l'acheter. Et en grande couronne, un vélo électrique, c'est très utile. À Palaiseau, on a un plateau qui est un peu élevé par rapport à la vallée. Et il faut avoir des bonnes cuisses ou un bon moteur sur son vélo, voire les deux parfois. Donc, on incite aussi fortement à tester ces modes de mobilité complémentaires des autres. Merci, Maître. Merci, Monsieur le maire. Merci, Folak Aguillard. La table ronde se termine là-dessus. Merci beaucoup.